Une seule nuit a brisé des années de silence dans le Sahel et le choc a été si net qu'il a fait vaciller deux certitudes que beaucoup croyaient immuables. En quelques heures, une suite de signaux faibles, d'écoute locale et de décisions anticipées a remplacé la résignation par une initiative mesurée, là où l'on n'attendait qu'une lente défaite. Et qu'est-ce que cela change concrètement pour chacun si Ibrahim Traoré a réussi à transformer un territoire annoncé comme perdu en point de rupture capable d'influencer l'équilibre sahélien? À l'aube, le récit commence à tourner. Ce récit ne cherche pas à célébrer une victoire spectaculaire, ni à fabriquer un mythe politique de plus autour d'un conflit déjà saturé de récits concurrents. Il propose autre chose: comprendre comment une dynamique locale, souvent ignorée par les grilles d'analyse extérieures, a pu modifier un rapport de force considéré comme figé. L'enjeu est simple: saisir pourquoi cette séquence sahélienne mérite d'être lue comme un signal et non comme une exception. Autrement dit, comprendre comment l'initiative locale peut renverser une fatalité annoncée. Car si cette transformation tient, elle remet en cause des paradigmes entiers de sécurité, de coopération et de résilience régionale. Elle pose aussi une question plus large: que se passe-t-il lorsque ceux que l'on pensait dépendants reprennent la maîtrise du rythme, de l'information et de la décision sans attendre de validation extérieure? Moins de 12 heures ont suffi pour faire basculer une séquence que beaucoup jugeaient impossible à inverser. Zéro perte enregistrée du côté sahélien, trois fronts activés simultanément, et une coordination née sans appui extérieur massif. Ces éléments, mis bout à bout, composent le premier indice d'une rupture méthodique plutôt qu'un coup de chance. Dès les premières minutes, la lecture du terrain a primé sur la puissance brute, révélant une organisation interne longtemps sous-estimée. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir au moment où plusieurs transmissions anormales ont été interceptées au Mali. En moins de 2 heures, ces signaux faibles ont dessiné l'ombre d'une attaque imminente dans une zone que peu d'observateurs surveillaient encore. Ce n'était pas un miracle tactique, mais la conséquence d'une écoute sahélienne capable de transformer des rumeurs en données exploitables. La question posée plus tôt trouve ici une première réponse. L'avantage ne venait pas d'ailleurs, mais de la capacité à lire ce que le désert murmure. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a réuni ses officiers loin des intermédiaires et des regards extérieurs. La logique était simple et implacable. Si l'attaque se préparait, attendre revenait à céder le tempo. Inverser le rythme devenait alors la seule option rationnelle. Cette décision a marqué la fin d'une longue période de défense subie et le début d'une action anticipée pensée pour exploiter la connaissance intime du terrain. Le Sahel, souvent décrit comme un espace figé, s'est révélé mobile et lisible pour ceux qui y vivent. Les déplacements nocturnes, les routes saisonnières et les villages en migration forcée ont cessé d'être des angles morts pour devenir des repères stratégiques. Cette réappropriation de l'information a constitué la première brique d'une causalité plus large où l'initiative locale a remplacé l'attente et où l'action collective a commencé à redessiner l'équilibre régional. Près d'Arbinda, les premiers signes n'ont pas pris la forme d'un communiqué ni d'une annonce officielle. Des éclaireurs locaux ont simplement remarqué des mouvements inhabituels dans une zone réputée vide, à un moment où l'attention extérieure regardait ailleurs. En quelques minutes, des unités sahéliennes ont convergé sans bruit, coordonnées par des réseaux numériques rudimentaires mais cohérents. Le choc a été bref, maîtrisé, et pour la première fois depuis longtemps, un village a compris que la fuite n'était plus l'unique réflexe possible. À plusieurs kilomètres de là, dans une localité abandonnée depuis des mois, des familles réfugiées dans les collines ont vu une patrouille revenir avant l'aube. Ce retour, presque ordinaire en apparence, a pourtant modifié l'atmosphère d'un territoire entier. Il signalait qu'un seuil invisible avait été franchi. La nuit
cessait d'être synonyme de menace permanente. Les, ges- les gestes quotidiens, longtemps suspendus, recommençaient à trouver leur place. Ces scènes modestes éclairent le rôle du personnage central de cette séquence. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un chef lointain, mais comme le point de convergence d'une chaîne de décision ancrée dans le terrain. L'impact ne se mesure pas d'abord en gains stratégiques, mais en signaux précoces de normalisation perceptibles par ceux qui vivent au plus près du conflit. L'essentiel, c'est que quand la peur recule, l'initiative locale devient visible. Avant cette nuit décisive, le rythme était imposé de l'extérieur. Les villages attendaient, les routes se vidaient au crépuscule, et chaque rumeur d'attaque ajoutait une couche de fatigue à des mois d'incertitude. Après la décision d'agir, le tempo a changé brutalement. L'initiative n'était plus subie, elle était choisie. Cette inversion marque le véritable déclenchement de la séquence. Tout commence lorsque les informations convergent enfin. Les, tran- les transmissions interceptées, les déplacements nocturnes et les variations observées sur le terrain cessent d'être des fragments isolés. Ils forment une lecture cohérente. À ce moment précis, l'inaction devient un risque supérieur à l'action. Ibrahim Traoré réunit ses officiers dans un espace volontairement tenu à l'écart des circuits habituels. La conclusion est claire. Frapper avant d'être frappé, non par précipitation, mais pour rompre une inertie mortifère installée depuis des années. Le désert, longtemps décrit comme un espace d'abandon, devient alors un théâtre stratégique actif. Chaque piste secondaire, chaque vallée qui étouffe les sons, chaque village temporairement déserté est intégré à une manœuvre d'ensemble. Les unités sahéliennes avancent par séquences courtes, coordonnées par des réseaux numériques artisanaux, mais suffisamment robustes pour transmettre l'essentiel. Le déclenchement est rapide, sans démonstration inutile, conçu pour surprendre plutôt que pour impressionner. En quelques heures, le point de bascule se joue. Près d'Arbinda, les premières frappes désorganisent des positions ennemies qui s'attendaient à une défense tardive, voire inexistante. Les motos armées, symboles d'une mobilité longtemps redoutée, se retrouvent piégées sur des axes devenus prévisibles pour ceux qui connaissent le terrain. Les dépôts de carburant explosent les uns après les autres, coupant toute possibilité de repli structuré. La surprise n'est pas seulement tactique, elle est psychologique. L'adversaire perd le contrôle du rythme. À l'est comme à l'ouest, les unités locales prennent le dessus sans chercher l'affrontement prolongé. L'objectif n'est pas l'anéantissement spectaculaire, mais la neutralisation rapide des capacités de nuisance. Cette approche limite les pertes, réduit l'exposition des civils et empêche la formation d'une contre-offensive cohérente. Le désert, souvent silencieux, devient lisible pour ceux qui savent l'écouter. Les répliques de cette nuit ne se traduisent pas par des combats prolongés. Elles prennent la forme d'une stabilisation inattendue. Les contre-attaques, annoncées par certains observateurs extérieurs, ne viennent pas. Privées de ravitaillement, d'informations fiables et d'un terrain favorable, les forces adverses se dispersent. Le silence qui suit n'est pas celui de la peur, mais celui d'un espace redevenu contrôlable. À midi, alors que la poussière retombe, la perception du Sahel commence déjà à se modifier. Les routes se rouvrent prudemment, les patrouilles locales sécurisent les axes essentiels et les habitants observent un changement qu'ils n'osaient plus attendre. Cette nuit n'a pas seulement produit un succès militaire, elle a enclenché une chaîne de répliques où la confiance revient par petites touches ancrées dans des faits concrets. Avant cette opération, la norme était claire. Pertes régulières, front fragmenté et incapacité à anticiper des attaques pourtant annoncées par des signes diffus. Après la nuit décisive, le contraste est brutal. Zéro soldat sahélien déclaré perdu, une offensive bouclée en moins de 12 heures et trois fronts unifiés. Mali,
Niger, Burkina Faso, opérant sans appui militaire extérieur massif. Ces, ces trois repères chiffrés forment un delta net difficile à attribuer au hasard. Le premier indicateur, l'absence totale de pertes au côté sahélien, marque une rupture majeure avec les années précédentes, où chaque opération défensive se soldait par des bilans humains lourds. Ce chiffre ne traduit pas une chance exceptionnelle, mais une logique opérationnelle pensée pour réduire l'exposition directe, privilégier la surprise et éviter l'affrontement prolongé. En une phrase, moins de contacts directs, moins de pertes inutiles. Le deuxième indicateur concerne la durée. Moins de 12 heures séparent la première frappe ciblée de l'effondrement des positions adverses. Dans un théâtre sahélien habitué aux combats étirés, aux contre-attaques différées et aux replis chaotiques, cette brièveté est inhabituelle. Elle signale une synchronisation fine des unités et une chaîne de décisions courtes capable d'exploiter une fenêtre temporelle réduite avant que l'ennemi ne s'adapte. Le troisième indicateur, souvent sous-estimé, réside dans l'engagement simultané de trois espaces nationaux distincts. Cette coordination trilatérale n'est pas un détail symbolique. Elle montre que l'information circulait suffisamment vite et de manière suffisamment fiable pour éviter les décalages de tempo qui, par le passé, fragilisaient toute action conjointe. En clair, le rythme était partagé, pas fragmenté. Autour de ces chiffres, un élément structurel éclaire leur cohérence. L'usage de drones sahéliens, souvent assemblés dans des ateliers improvisés. Leur flux vidéo permettait de suivre les déplacements nocturnes, de localiser des variations thermiques et d'identifier des concentrations logistiques avant qu'elles ne deviennent visibles au sol. Ces données, transmises via des réseaux numériques artisanaux, alimentaient en continu les centres de décision locaux. Ce dispositif n'a pas supprimé les faiblesses structurelles du Sahel, il les a contournées. Là où l'absence de moyens lourds limitait les options classiques, l'intelligence locale a réduit l'incertitude. Chaque observation affinait la suivante, chaque correction renforçait la fiabilité du système. Progressivement, le désert cessait d'être opaque. Ibrahim Traoré, présent au centre de commandement, observait moins des écrans spectaculaires que des indicateurs simples. Délais raccourcis, zones neutralisées, absence de signaux de repli ennemi. Ces métriques confirmaient que la question ouverte plus tôt trouvait ici sa réponse. Le renversement n'était pas le fruit d'un soutien invisible, mais celui d'une capacité collective à transformer des indices dispersés en décisions coordonnées. En résumé, ces trois chiffres, zéro perte, moins de 12 heures, trois fronts unifiés, ne racontent pas une prouesse isolée. Ils décrivent un changement de méthode. Quand la donnée locale précède la force, le rapport de puissance s'inverse. Une première lecture, largement reprise à l'extérieur du Sahel, avance une thèse sceptique. Selon cette interprétation, une opération d'une telle précision, menée sur plusieurs fronts et sans perte déclarée, ne peut être que le résultat d'un appui extérieur non reconnu. Les analystes qui défendent cette position pointent la synchronisation des frappes, la rapidité d'exécution et l'usage de technologies aériennes comme des indices incompatibles avec des capacités locales limitées. Dans un contexte de sanctions, de contraintes logistiques et de budgets restreints, ils estiment qu'une telle efficacité relève nécessairement d'un soutien dissimulé. Une seconde lecture adopte une position presque inverse. Elle affirme que l'erreur consiste précisément à projeter des standards extérieurs sur un terrain régi par d'autres logiques. Dans cette perspective, la performance observée ne provient pas d'un surplus de moyens, mais d'une réduction de la complexité opérationnelle. Les forces sahéliennes n'auraient pas cherché à égaler des armées technologiquement supérieures, mais à exploiter un avantage comparatif, la connaissance intime du terrain, des rythmes locaux et des comportements adverses. Ici, l'efficacité n'est moins de la puissance que de l'alignement entre information,
décision et action. Face à ces deux lectures, un point factuel permet de trancher sans recourir à l'hypothèse spéculative. Les données issues du terrain montrent que les chaînes de décision, les réseaux de communication et les dispositifs de surveillance étaient majoritairement locaux. Les drones utilisés, souvent de conception artisanale, ne traduisent pas une dépendance extérieure massive, mais une capacité d'adaptation progressive. De même, la coordination trilatérale observée s'explique par des mécanismes de partage d'informations déjà amorcés, et non par une direction imposée de l'extérieur. La critique sceptique souligne des limites réelles, mais elle confond complexité et sophistication. Dans ce cas précis, la simplification des objectifs, la brièveté de l'action et l'anticipation ont réduit les besoins matériels. La réponse la plus solide n'est donc pas idéologique, mais méthodologique. L'opération sahélienne a fonctionné parce qu'elle a été pensée à l'échelle de ses contraintes réelles et non selon des modèles importés. Cette phrase marque la bascule centrale du récit. Jusqu'ici, la séquence pouvait être lue comme une réussite tactique ponctuelle, née d'une bonne anticipation et d'une coordination efficace. À partir de ce point, une autre lecture s'impose. Ce qui a changé n'est pas seulement l'issue d'une opération, mais la manière même dont le terrain est interprété. Le Sahel n'est plus un espace subi, il devient un système décodable par ceux qui y vivent. Cette lisibilité nouvelle ne repose pas sur une accumulation de capteurs sophistiqués, mais sur l'alignement progressif d'indices longtemps considérés comme anecdotiques. Les déplacements nocturnes, les silences inhabituels, les variations de présence humaine ou logistique cessent d'être des bruits de fond. Ils deviennent des signaux. Ce changement de regard transforme la vulnérabilité en ressource. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme l'initiateur d'un coup décisif que comme l'accélérateur d'une logique déjà latente. En validant une lecture locale du terrain, il permet à cette intelligence diffuse de se structurer et de produire des effets concrets. Le cœur du renversement n'est donc pas militaire au sens classique, mais cognitif. Comprendre avant d'agir. C'est à cet instant précis que se referme la dette de curiosité ouverte plus tôt. Si l'ennemi a perdu l'initiative, ce n'est pas parce qu'il était plus faible, mais parce que son environnement lui est devenu opaque. À l'inverse, pour les acteurs sahéliens, le désert a cessé d'être un chaos imprévisible. Il est devenu une carte en mouvement. Pour les populations locales, le premier changement est perceptible avant même toute annonce officielle. Les villages abandonnés commencent à se repeupler, non par optimisme naïf, mais parce que des signaux tangibles indiquent que le risque immédiat a reculé. Les routes, longtemps évitées après le coucher du soleil, redeviennent praticables à certaines heures. Les familles osent en revenir, réparer, rouvrir des maisons dont les murs tenaient encore debout. Cette normalisation fragile repose moins sur des promesses que sur une expérience directe. La nuit n'est plus systématiquement synonyme de fuite. Pour les acteurs économiques et les travailleurs, l'effet est tout aussi concret. La sécurisation progressive des axes permet la reprise de circuits commerciaux élémentaires. Les marchés locaux, longtemps réduits à des échanges informels et sporadiques, retrouvent un rythme plus régulier. Les producteurs peuvent à nouveau écouler des denrées, les commerçants reconstituer des stocks et les transporteurs circuler sans dépendre exclusivement d'escortes improvisées. Cette reprise n'est ni spectaculaire ni immédiate, mais elle rompt une spirale de paralysie économique installée depuis des mois, parfois des années. Du côté des jeunes et des étudiants, l'impact se lit sur un autre registre. La séquence observée agit comme un choc symbolique. Dans les universités de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, les discussions évoluent. Il ne s'agit plus seulement de quitter un territoire perçu comme condamné, mais de réfléchir à ce qui peut être construit localement. Cette victoire, limitée mais réelle, alimente un débat intellectuel nouveau sur l'autonomie, la responsabilité et la capacité d'organisation interne.
Elle ne clôt pas les fractures sociales, mais elle rouvre un horizon de projection que beaucoup pensaient définitivement fermé. À l'échelle régionale et internationale, les effets sont plus diffus mais non moins significatifs. Les partenaires extérieurs, habitués à considérer le Sahel comme un espace dépendant d'interventions continues, sont contraints de réviser leur grille de lecture. À Paris, Washington ou Bruxelles, certains analystes admettent que l'initiative ne vient plus exclusivement de l'extérieur. Cette reconfiguration ne supprime pas les tensions diplomatiques ni les désaccords stratégiques, mais elle introduit un élément nouveau. Le Sahel n'est plus seulement réactif, il devient propositionnel. Dans cette recomposition, Ibrahim Traoré occupe une place symbolique centrale. Il incarne, aux yeux de nombreux observateurs régionaux, la preuve qu'une décision prise à partir d'une lecture locale peut produire des effets systémiques. Cette figure cristallise autant d'espoir que de critique, mais elle oblige surtout à reconnaître un déplacement du centre de gravité décisionnel. La promesse ouverte au milieu du récit trouve ici son aboutissement. Si le désert est devenu lisible, alors ses conséquences dépassent le champ militaire. Elles touchent la vie quotidienne, l'économie, l'imaginaire collectif et les rapports de pouvoir. Le renversement observé n'est pas total, ni irréversible, mais il a déjà produit un effet durable. Il a montré que le statu quo n'était plus la seule option. Dans l'hypothèse la plus probable, la dynamique observée se consolide sans s'étendre de manière spectaculaire. Les zones reconquises restent sous surveillance, les patrouilles locales maintiennent une pression dissuasive et les réseaux d'information continuent d'alimenter des décisions rapides. Les écoles rouvertes fonctionnent de façon irrégulière, les marchés reprennent par cycle et la sécurité demeure fragile mais suffisante pour empêcher un retour immédiat au chaos. Dans cette trajectoire, le Sahel n'avance pas à grands pas, mais il cesse de reculer. La stabilité reste conditionnée à la continuité de l'écoute locale et à la discipline opérationnelle. Si tout se passe au mieux, l'effet d'entraînement dépasse le cadre strictement militaire. La coordination trilatérale s'institutionnalise, les mécanismes de partage d'informations gagnent en fiabilité et les initiatives locales inspirent d'autres zones frontalières. Les corridors commerciaux se densifient, réduisant la précarité économique dans certaines régions rurales. Les universités et centres de formation intègrent les enseignements récents pour former une génération capable de traduire l'expérience opérationnelle en doctrine durable. Si cette trajectoire se confirme, le Sahel pourrait devenir un laboratoire inattendu de coopération régionale fondée sur l'autonomie et l'adaptation. À l'inverse, une dégradation reste possible. Des pressions extérieures accrues, sous forme de sanctions, de récits hostiles ou de tentatives de déstabilisation indirecte, pourraient fragiliser les acquis. La sécurisation des routes pourrait être contestée par des groupes opportunistes, exploitant la moindre faille logistique. Des tensions politiques internes risqueraient également d'éroder la cohésion nécessaire au maintien du tempo actuel. Dans ce cas, les avancées observées ne disparaîtraient pas immédiatement, mais elles seraient placées sous une contrainte constante, transformant chaque progrès en point de friction. Quoi qu'il arrive, une recommandation méthodologique s'impose. Plutôt que de chercher à prédire une issue unique, il convient d'observer les indicateurs qui comptent réellement. Continuité de l'initiative locale, capacité à corriger rapidement les erreurs et maintien d'une lecture partagée du terrain. Ce sont ces variables, plus que des annonces politiques ou des soutiens extérieurs, qui détermineront si la séquence actuelle s'inscrit dans la durée. Pour certains lecteurs, souvent attentifs aux dynamiques géopolitiques, cette séquence oblige à réviser des réflexes d'analyse bien ancrés. Le Sahel n'apparaît plus seulement comme un espace d'intervention ou de gestion de crise, mais comme un acteur capable de produire ses propres logiques stratégiques. Comprendre cette évolution permet de mieux lire les tensions à venir, d'anticiper des repositionnements régionaux et d'éviter des diagnostics fondés sur des modèles dépassés.
Pour d'autres, plus sensibles aux questions sociales et humaines, l'intérêt se situe ailleurs. Ce qui se joue ici, ce n'est pas uniquement une manœuvre militaire réussie, mais la possibilité, même fragile, d'un retour à des gestes ordinaires. Circuler, commercer, étudier, rester. Cette perspective donne du sens aux récits locaux, souvent relégués au second plan derrière les analyses sécuritaires. Elle rappelle que les transformations durables commencent rarement par des sommets internationaux, mais par des changements perceptibles dans la vie quotidienne. Enfin, pour d'autres encore, composée de lecteurs engagés dans des contextes fragiles ailleurs dans le monde, peut y trouver un miroir. Sans transposer mécaniquement l'expérience sahélienne, il est possible d'en extraire une leçon plus générale. La résilience ne naît pas d'une accumulation de moyens, mais d'une capacité à lire son propre environnement et à agir à partir de cette lecture. Cette idée dépasse largement le cadre africain. Dans cette pluralité de réception, la figure d'Ibrahim Traoré jouit un rôle secondaire mais structurant. Elle sert de point d'ancrage narratif, non comme modèle à imiter, mais comme catalyseur d'une réflexion plus large sur l'autonomie décisionnelle. Le cœur du message reste ailleurs. Ce sont les sociétés qui transforment leurs contraintes en ressources qui parviennent, parfois, à infléchir leur trajectoire. La pérennité de la séquence observée ne dépend pas d'un événement isolé, mais d'une série d'actions coordonnées dans le temps. D'abord, il s'agit de sécuriser durablement les zones reconquises. Cela implique des patrouilles locales élargies, une veille continue fondée sur les réseaux d'information existants et une capacité à intervenir rapidement dès qu'un signal faible réapparaît. Le succès se mesure ici par la stabilité des déplacements civils et la baisse des incidents résiduels. Ensuite, il faut stabiliser les services essentiels. Réouvrir des écoles, des dispensaires et des points d'eau permet de transformer un gain sécuritaire en bénéfice social tangible. Ces actions réancrent la population et réduisent le risque de vacances territoriales. Leur efficacité se lie dans la fréquentation régulière et la continuité des services, même à un niveau modeste. Puis, il devient nécessaire de relancer les circuits économiques locaux. Sécuriser les routes commerciales, faciliter le retour des commerçants et soutenir les producteurs permet de rompre la dépendance à l'aide d'urgence. Le critère de suivi n'est pas la croissance rapide, mais la régularité des échanges et la prévisibilité minimale des flux. Après cela, l'enjeu est de le renforcement des compétences locales. Former des enseignants, des techniciens et des médiateurs communautaires consolide les acquis sans alourdir la structure. Le progrès se mesure par la montée en autonomie des acteurs locaux et la transmission des savoirs. Enfin, structurer une gouvernance régionale cohérente demeure essentiel. Ibrahim Traoré et ses partenaires ont montré que l'alignement politique conditionne l'efficacité opérationnelle. La réussite se jauge à la capacité de maintenir une coordination sans rigidifier l'initiative locale. Au lever du jour, près d'Arbinda, le détail qui revient n'est ni une carte d'état-major ni un bilan chiffré. C'est l'image d'une patrouille locale rentrant avant l'aube, observée en silence par des familles qui n'osait plus croire à ce retour ordinaire. Ce motif, discret mais persistant, traverse toute la séquence. La normalité qui réapparaît sans proclamation. Ce sont ces signes faibles déjà évoqués plus tôt qui donnent chercher au renversement analysé. Ibrahim Traoré n'est pas au centre de cette image comme un héros solitaire. Il apparaît plutôt en filigrane, associé à une décision qui a permis à d'autres d'agir, de lire leur environnement et de reprendre le tempo. Le cœur du récit n'est pas la figure d'un chef, mais la capacité collective à transformer une attente passive en mouvement coordonné. Le désert n'a pas changé. La relation qu'on entretient avec lui, si. Ce rappel émotionnel ferme la boucle ouverte au début.
Ce qui semblait être une nuit exceptionnelle s'inscrit désormais dans une continuité fragile, faite de gestes répétés et d'équilibres à maintenir. Rien n'est garanti, mais quelque chose a été déplacé durablement. Quand le quotidien revient, le rapport de force a déjà changé. Ce parcours ne demande ni adhésion immédiate ni lecture unique. Il invite plutôt à une écoute attentive de ce que révèlent des trajectoires souvent réduites à des résumés rapides. Le Sahel, décrit ici, n'est pas idéalisé, pas plus qu'il n'est présenté comme un modèle clé en main. Il offre un cas concret où l'initiative locale, la lecture fine d'un environnement et la discipline collective ont produit d'un déplacement réel, même sous contrainte. Observer cette séquence, c'est accepter de suspendre des certitudes confortables. C'est reconnaître que des territoires dits terrestres et terribles ou dits fragiles peuvent parfois générer leurs propres réponses, sans attendre une validation extérieure. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré agit surtout comme un repère narratif, un point de cristallisation autour duquel s'organisent des débats plus larges sur l'autonomie, la responsabilité et les limites des modèles importés. Si ce récit a éclairé, interrogé ou simplement déplacé un regard, il peut continuer à vivre au-delà de ces lignes. Le partager, le discuter, le confronter à d'autres expériences permet d'en tester la portée réelle. Les récits ne transforment pas seuls les situations, mais ils influencent la manière dont on les comprend. Quelle lecture retenez-vous de cette dynamique sahélienne et qu'est-ce qu'elle vous amène à reconsidérer dans d'autres contextes fragiles?